je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est qu'on va regarder catégorie par catégorie dans le classement de l'UFC. Et on va dire pour chaque catégorie qui est le combattant le plus surcoté. Comme ça, cette fois-ci, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo-là avec vous, ouais. Parce que comme ça, quand je vais donner mon avis, vous allez pas venir me tomber dessus en mode ouais, qu'est-ce que tu racontes, lui, patati patata. J'ai envoyé ça dans le chat, donc maintenant vous pouvez répondre. On va commencer par la catégorie des flyweight. Qui est le combattant le plus surcoté? Je vais vous dire, selon moi, c'est qui le combattant le plus surcoté de la catégorie des flyweight de l'UFC? Mais NJT, tu avais clairement raison. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est Manel Cap. Selon moi, c'est clairement Manel Cap. Manel Cap, je dis pas que c'est un mauvais combattant, ok? Mais juste que, en fait, j'ai l'impression qu'on en fait beaucoup trop avec lui. Parce que, déjà, c'est pas comme s'il n'était pas en train de se faire démonter par Mohamed Mokaev en juillet dernier. Et après ça, il a juste gagné, il a juste eu une victoire contre Bruno Silva, qui certes, je dois l'avouer, elle était jolie par TKO. J'avoue, c'était joli. Mais juste après ça, automatiquement, après tout le monde est en mode, ouais, lui bat Royval. En mode, il est pas nul, ok? Il est pas nul. Mais comparé à comment les gens le vendent en mode que, ouais, c'est le prochain gars qui va battre Pantoja. Les gars, vous exagérez un petit peu. C'est un petit peu ce que je disais par rapport à Dan Hooker, right? Genre, c'est le fait que ça, c'est le genre de combattant que tu vois qu'ils sont cool, tu vois. Quand tu vois Manel Cap, tu vois qu'il est cool, tu vois qu'il sait, qu'il sait comment... Tu vois qu'il sait vendre un combat, tu vois, dans ses conférences de presse d'après combat, qu'il dit des dingueries. Tu vois, le bif qu'il a eu avec Kai Kara France. Quand tu prends tout ça en compte, tu te dis que, ouais, clairement, le combattant, il est grave chaud et tout. Ouais, j'ai envie de le voir combattre et tout. Mais c'est pas un monstre, tu vois. Mais après, on va pas se mentir, c'est pas le combattant le plus surcoté de cette liste. Salut Yusei. Ok, donc maintenant, on va passer à la catégorie des bantamweight. Les gars, pour la catégorie des bantamweight, qui est le combattant le plus surcoté? Et quand je parle du combattant, on va pas parler du champion, ok? On va juste parler des contenders. Le top 10 de la catégorie des bantamweight, je vais vous la sortir. C'est Mario Bautista, Henry Cejudo, numéro 9, numéro 8, Rob Font, ensuite Marlon Vera, 7, Song Yadong, 6, Davison Figueiredo, Cory Sandhagen, Umar Nurmagomedov, Petroyan, Sean O'Malley et le champion, c'est Merab. Selon vous, c'est qui le combattant donc le plus surcoté de cette catégorie? Ok, je vois deux Marlon Chito Vera. Je comprends totalement. Mais moi, j'en ai un. Je sais que ça va déplaire à beaucoup de gens, ok? Je sais que ça va déplaire à beaucoup de gens, j'en ai un. O'Malley. Nah, O'Malley, il est pas surcoté. Moi, je vais vous dire, selon moi, c'est qui? Aïe. Cory Sandhagen. Clairement, Cory Sandhagen. Les gars, je suis désolé. Parce que Chito Vera, je peux être d'accord quand je comprends ce que vous dites, parce qu'il a eu un title shot non mérité et tout. Mais à l'heure actuelle, quand même, Chito Vera, il est 7ème de la catégorie. Et je suis en mode, ça va, tu vois. Ça va qu'il soit 7ème de la catégorie. Mais le fait que Cory Sandhagen, il soit 4ème de la catégorie. Les gars, je vais juste vous dire, ok? Je vais juste vous dire, flingue sur la tempe. Citez-moi 3 victoires de Cory Sandhagen. Citez-moi juste 3 victoires de Cory Sandhagen. Qui est-ce que Cory Sandhagen a vaincu? Cory Sandhagen, on est tous là, on est en mode ouais, lui c'est vraiment un technicien, il est clinique, il a le meilleur striking de la catégorie des bantamweight. Les gars, il y a des gens, ils viennent, ils me disent que Cory Sandhagen a un meilleur striking que Adesanya. Quand on le compare aux autres combattants avec lesquels il se fait comparer tout le temps, parce que là je parle vraiment de tout le temps, il se fait tout le temps comparer aux meilleurs strikers de l'UFC, il se fait comparer au Sean O'Malley, il se fait comparer au Adesanya et tout ça. Il a survécu à la foudre, Omar Nurmagomedov. Mais il a perdu. On va pas t'encenser parce que t'as perdu. Sandhagen, tu abuses un peu. O'Malley, l'UFC l'avait déjà mis à un niveau Conor. Il est surcoté, O'Malley. Plus personne n'en parle. O'Malley, en vrai, ça va. En vrai, je me dis qu'il a mérité d'être champion, en fait. Bien évidemment, O'Malley, il mérite pas d'être champion au point c'est-à-dire de défendre sa ceinture plusieurs fois et tout, parce que il a zéro connaissance en lutte. Il pourrait pas être aussi dominant qu'un Merab ou qu'un Umar. Mais clairement, selon moi, ça pouvait pas être possible qu'on le considère comme un combattant plus surcoté que Cory Sandhagen. On passe à la catégorie des featherweight. Donc la catégorie Ilia El Matador. Au cas où vous avez oublié, je vais vous rappeler juste c'est qui le top 10 de la catégorie des featherweight de l'UFC. Donc on a du Liron Murphy, Aljamain Sterling, Josh Emmett, Arnold Allen, Brian Ortega, Yair Rodriguez, Movsar Evloev, Diego Lopez, Max Holloway et Alexander Volkanovski. Bien évidemment, le champion,
C'est Ilia Topuria. Ok, donc il y a Oliveira qui nous dit Bryce Mitchell. Bryce Mitchell, je crois pas, parce que Bryce Mitchell, il n'est pas dans le top 10. Je crois pas. Bryce Mitchell, il est numéro 13. Après, on a Yair Rodriguez. Yair Rodriguez aussi, numéro 5. Ça va, en fait, je me dis. Brian Ortega, ok. Là encore, je pense que je vais dire un truc qui va pas vous plaire. Bah bon, moi, c'est clairement Diego Lopez. Le fait qu'il y ait des gens qui viennent après qui me disent Diego Lopez, il se fait battre. Il bat, je veux dire. Ilia Topuria. Are you normal? Diego Lopez, c'est un BMF. Mais lorsque l'on parle en termes de compétences dans l'octogone, Diego Lopez, ok, genre, il est chaud, mais pas au niveau que les gens disent. Moi, je me dis qu'il va se faire allumer par Alexander Volkanovski. Diego Lopez, tout le monde crie sur Ortega, tu vois. Tout le monde vient après, tout le monde chie sur Ortega en mode ouais, Ortega, il est grave nul, en fait. Il a été exposé contre Diego Lopez, il est éclaté au sol. Mais en fait, les gens, ils crachent sur Diego Lopez, sur Brian Ortega pour être éclaté au sol, alors qu'il s'est fait battre par Diego Lopez. Et tout le monde encense Diego Lopez, au contraire, en mode Diego Lopez est super chaud parce qu'il a battu Brian Ortega. Mais réciproquement, les gens sont en mode mais Brian Ortega est nul. Ça veut dire que les deux sont nuls, en fait. C'est ça que ça veut dire. Après il est parti à la décision dans un combat très serré également contre Dan Ige. En plus de ça, s'il est si chaud que ça et Brian Ortega est si nul que ça, pourquoi est-ce qu'il part à la décision contre lui, en fait? En tout cas, selon moi, c'est clairement Diego Lopez. Là, attends, je vais essayer de voir ce que vous en pensez. Il a fait 4 combats cette année. Ouais, j'avoue quand même. Il a été actif. Ça, en fait, je suis pas du tout contre. Moi, je suis d'accord avec le fait que Diego Lopez, c'est un BMF. Mais je suis pas trop d'accord avec le fait que Diego Lopez, c'est celui que l'on dit, tu vois. Ok, donc il y a The Chosen KG qui dit il est pas surcoté en vrai, tu vois, mais il bat pas Topuria. Clairement, il bat pas Topuria ni Volkanovski, by the way. Diego Lopez est trop nul en défense. Sa garde est trop basse, Topuria, le make-up. Après, j'ai pas dit qu'il est nul, tu vois. Mais je me dis que quand même, les gens, ils l'encensent un peu trop. Je suis dur. Cham. On va monter chez les lightweight. Donc, pour la catégorie de lightweight, Kev, il y a vraiment beaucoup de talent, ok? Il y a beaucoup de talent. Donc, dans le top 10, on a du Renato Moicano, Benil Dariush, Mateusz Gamrot, Michael Chandler, Dan Hooker, Max Holloway, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Charles Oliveira, Arman Tsarukyan. Alors, selon vous, c'est qui le combattant le plus surcoté de la catégorie des lightweight? Là, je suis curieux de savoir ce que vous pensez parce que la catégorie de lightweight, elle regorge de talent. Le combattant le plus surcoté des lightweight, c'est Paddy Pimblett. Là, tu tiens quelque chose. J'avoue que j'avais pas pensé à lui. Mais le problème, c'est que Paddy, tu vois, il est pas dans le top 10. Et moi, quand je parle des trucs, quand je parle des combattants surcotés, je parle vraiment des gens qui sont dans le top 10, tu vois. Paddy the Paddy, je comprends totalement. BSD, Paddy. En fait, le truc, BSD, c'est qu'il est, maintenant, il est limite sous-coté, tu vois. Je pense que Chandler est surcoté. Là, je suis vraiment d'accord avec toi. De base, je pensais pas à Chandler en parlant de ça. Ok, on a beaucoup. Bro, vous là, vous aimez pas Paddy Pimblett? On a beaucoup de Paddy. Renato, en fait, il a été surcoté à un moment. Dans la logique selon laquelle, lorsqu'il a battu BSD, tout le monde était en mode ouais, il peut devenir top 5 et tout, ouais, il peut prendre Islam et tout. Et même au point où, lorsqu'il a affronté Islam, bah, il y avait des gens qui étaient en mode ouais, Renato Moicano va battre Islam et tout. Sur ce point, il était surcoté. Mais moi, je vais vous dire, selon moi. Attends, là, on a des commentaires intéressants. Là, j'ai l'impression que dans la catégorie des lightweight, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Ok, Jalen Turner, il a rien à foutre dans le top. Chandler, il a pas gagné depuis 5 ans. Paddy, c'est un gros A. Jalen Turner, je comprends, mais le problème, c'est qu'il n'est pas dans le top 10, tu vois. Michael Chandler, on va parler de lui tout de suite, ok. Paddy, le problème, c'est qu'il n'est pas dans le top 10. Voilà les termes. Chandler, c'est un mec de la WWE. Ok, I get it. Tu dis surcoté, mais il a perdu contre Poirier. Il domine le round. J'ai pas dit que BSD est surcoté. Non, j'ai pas dit que BSD est surcoté, mais il l'était. Il l'était en fait. L'année dernière, à cette heure-ci, BSD c'était l'un des combattants les plus surcotés. Ok, donc maintenant je vais vous dire selon moi c'est qui le combattant le plus surcoté de la catégorie des lightweight. Et là je commence un petit peu à remettre mon avis en question parce que Michael Chandler existe. Mais le truc c'est qu'on sait que Michael Chandler, en fait, il est juste privilégié par l'UFC. Il est pas surcoté en tant que tel, il est juste privilégié. L'UFC veut lui donner des combats et tout. Mais le combattant le plus surcoté, bah, c'est celui qui était censé se battre contre Justin Gaethje. C'est clairement Dan Hooker. Dan Hooker, c'est l'un des combattants les plus surcotés à l'heure actuelle de l'UFC. Et la raison, c'est tout simplement parce qu'il est cool.
Je suis désolé, mais en fait, la raison par rapport à Dan Hooker, c'est juste parce qu'il est cool. Parce que lorsqu'il est revenu avec les tatouages, il était revenu badass et tout, tu vois. Mais le truc, c'est que Dan Hooker, en fait, là, on est en train de l'encenser et tout. Bah, tout simplement à cause de sa dernière victoire qu'il avait eue face à Mateusz Gamrot, qui était déjà par décision. Avant ça, il avait battu Jalen Turner. Mais, comment dire, Dan Hooker, en fait, le fait que maintenant, on le voit littéralement en mode top 5 de la catégorie. Et genre, juste après une victoire contre Mateusz Gamrot, les gars, je pense quand même que vous pouvez être d'accord sur le fait que c'est un petit peu exagéré. Dan Hooker, le fait qu'il ait eu une seule victoire et que maintenant on le voit directement aller affronter des Islam Makhachev et que maintenant on le voit directement en vainqueur contre Justin Gaethje. Moi, je me dis que clairement, Dan Hooker, à l'heure actuelle, dans le top 10 de la catégorie des lightweight de l'UFC, bah, c'est clairement le combattant le plus surcoté. Et j'aime Dan Hooker, tu vois. On aime tous Dan Hooker parce que Dan Hooker, c'est un clip farmer, tu vois. Genre, il a des moments badass et tout, il a des moments épiques et tout. Mais c'est ça vraiment le truc par rapport à Dan Hooker. J'avoue, c'est un guerrier. C'est un combattant que l'on aime voir. C'est un combattant qui est divertissant et tout, j'avoue. Mais Dan Hooker, selon moi, il reste quand même surcoté dans la catégorie des top, genre dans le top 10 des lightweight. Parce que il ne mérite pas d'aller beaucoup plus haut que là où il est à l'heure actuelle. Ok, là, je vais voir si vous êtes d'accord avec moi. C'est contre Poirier, à croire que c'est une honte de perdre contre lui, n'importe quoi. Non, en fait, non. Je parle pas juste par rapport à sa défaite contre Poirier. Hooker, t'abuses. Ok, je savais que j'allais pas mettre tout le monde d'accord avec ça. J'avoue. Dan Hooker, il a pas 100 défaites. Oh, personne n'a 100 défaites ici. Attendez de voir ce qu'il va faire à son prochain combat au lieu de vous acharner sur quelqu'un qui est déjà à terre. Mais les gars, regardez, hear me out. Là, je te conseille pas trop de sortir cet argument parce que son prochain combat, il se peut que ce soit Arman Tsarukyan. C'est très probable que le prochain combat de Dan Hooker à l'heure actuelle soit Arman Tsarukyan. Et si ça se passe, Dan Hooker, il risque de passer un très mauvais quart d'heure. Maintenant, dans la catégorie des welterweight, les gars, c'est qui le combattant le plus surcoté? Qui est le combattant le plus surcoté? ¿Cuál es el combatante el más surcotado de la categoría de welterweight? Ouais, j'ai créé ça à 100%. Donc, je vais vous sortir le classement de la catégorie des welterweight. Là, il y a quelqu'un qui a déjà sorti. Il y a quelqu'un qui a déjà dit celui à qui je te rends penser. Donc, genre, je vous sors juste le classement. Numéro 10, Jeff Neal. Numéro 9, Colby. Numéro 8, Gilbert Burns. Numéro 7, Ian Gary. Numéro 6, Joaquin Buckley. Numéro 5, Sean Brady. Numéro 4, JDM. Numéro 3, Kamaru Usman. Numéro 2, Shavkat. Numéro 1, Leon Rocky Edwards. Donc, selon vous, qui est le combattant le plus surcoté de la catégorie des welterweight de l'UFC, le top 10? On a du Shavkat tous les jours, Jack Della Maddalena, Sean Brady. Sean Brady, je pense pas que les gens ils parlent autant de lui que ça en fait. Shavkat, les gars. Leon Edwards surcoté, c'est pas le striker qu'il pense être. Pourtant, c'est un bon striker, mais on oublie. Colby Covington encore. Ouais, Colby il revient souvent lorsque l'on parle de gens surcotés. Jack, il est sous-coté. Comment ça? Jack Della Maddalena, honnêtement, je trouve pas qu'il est surcoté. Colby Covington, Leon Edwards, Shavkat est très bon, je dis pas, mais pas autant que l'on dit. On a vu contre Gary, qui est très bon par ailleurs. Ok, Leon Edwards, il peut être surcoté, car il s'est jamais fait finir de sa carrière. Colby Covington. Bon les gars, vous aimez pas Colby, hein? Leon Edwards, je supporte pas. Ce qui compte, c'est la victoire, d'accord, mais qu'est-ce qu'il est chiant à voir combattre. Là, je suis d'accord avec toi. Leon Edwards, tu te souviens d'un de ses KO Ouais. En fait, le truc, c'est que Leon Edwards, je peux pas vraiment dire qu'il est surcoté, parce que bien qu'il ait eu un lucky punch, mais il a été invaincu pendant... Il a été invaincu pendant super longtemps. Et bah, il mérite quand même d'être dans son bon top 5, tu vois. Parce que, à part Belal, il a pas perdu avant. Donc là, je vais vous dire, selon moi, c'est qui le combattant le plus surcoté de la catégorie des welterweight. Et déjà, je vais vous dire, selon moi, pourquoi cette personne n'est pas le combattant le plus surcoté. Cette personne qui est Colby Covington. Colby, il est quoi? Il est 9e. C'est bon, quoi. Genre, Colby, il a déjà eu une bonne carrière derrière lui. Il a été champion intérimaire et tout. Et maintenant, il est en déclin. Ça fait un petit peu... Il se bat assez rarement. Donc, ça qui fait qu'il descend un petit peu lentement dans le classement. Et Colby, la vérité, on le voit même plus vainqueur. En fait, même dans son combat contre
Joaquin Buckley, bah on savait tout ce qu'il allait perdre. On savait vraiment tout ce qu'il allait perdre. Donc Colby, je dirais pas qu'il est surcoté. Après 1-2 combats, on sait qu'il va sortir du top 10 et il va peut-être arrêter sa carrière ou n'importe quoi. On sait que Colby il va pas durer ici. Donc Colby, moi je dirais pas que il y a personne qui croit en un retour de Colby pour comprendre, tu vois. Mais là quand je parle des combattants surcotés, là je parle vraiment de ceux que l'on pense qu'ils vont finir par devenir champions à un moment. On sait tous que Colby ne va pas devenir champion. Et je pense qu'avec cet argument, vous pouvez savoir, selon moi, c'est qui est le combattant le plus surcoté dans cette catégorie à l'heure actuelle. Selon moi, le combattant le plus surcoté de la catégorie des welterweights is, roulement de tambour, Shavkat Rakhmonov. Mais les gars, je pense... Ok, soyez d'accord avec moi, non? Cette fois-ci, vous ne pouvez que être d'accord avec moi. Shavkat Rakhmonov, selon moi, c'est clairement le combattant le plus surcoté de la catégorie des welterweight à l'heure actuelle. Ça a clairement été exposé contre Ian Gary. En fait, le truc qui est intéressant à voir, c'est que moi, un truc que je comprenais pas et que j'ai envie de vous partager, bah, c'est tout simplement le fait que Shavkat et Ian Gary, lorsque tu regardes bien, bah, ils avaient des adversaires très similaires, tu vois. Ils avaient eu des adversaires très similaires. Ils se sont tous les deux battus contre Jeff Neal. Ils se sont tous les deux battus contre Neil Magny. Et le truc, c'est que lorsque Ian Gary gagnait, tout le monde était en mode ouais, Ian Gary, t'es nul. De toute façon, toi, tu as affronté qui? T'as juste affronté des adversaires comme Neil Magny, comme Jeff Neal et tout. Mais lorsque c'est Shavkat qui les bat, là, on est en mode oh mon Dieu, t'as vu comment Shavkat les a battus et tout. Shavkat, ok. En fait, c'est ça que je dis. Quand tu vois un gars qui a de l'aura et tout, tu as directement tendance à te dire que ouais, lui, il va devenir champion et tout. Moi, je vous le dis directement, ok? Je vais le dire dans ce live. Shavkat ne devient pas champion. Shavkat ne va pas devenir champion. Et celui qui va devenir champion, ce sera Ian Gary. Ian Gary, je vous promets qu'il a plus d'armes dans son arsenal pour devenir champion que Shavkat Rakhmonov. Pareil pour Joaquin Buckley. J'ai plus confiance en Joaquin Buckley pour devenir champion qu'en Shavkat Rakhmonov. Shavkat, il s'est tellement fait exposer contre Ian Gary que selon moi, c'est vraiment sûr à 100% que Shavkat Rakhmonov, déjà il ne bat pas Belal. Et c'est clairement le combattant le plus surcoté de cette catégorie. Stylistiquement, Buckley peut battre Shavkat. Merci! Quelqu'un est d'accord avec moi qui pensait que Shavkat allait devenir champion. Il y a tellement de gens qui pensent que Shavkat va être champion. Ok, mais Shavkat reste invaincu. Peut-être pas dans la boxe, mais à l'UFC, tu restes pas vraiment invaincu pendant longtemps. Par contre, Ian Gary champion, moi j'en sais rien. La vérité, les gars, je vais tellement vous surprendre. En fait, le truc, c'est qu'il est jeune, tu vois. Ian Gary, je sais qu'il va devenir champion à un moment. Je pense qu'il va perdre son 0. Ouais, clairement, Shavkat va perdre son 0 contre Belal. Maintenant, on va passer à la catégorie dont vous voulez parler. On va passer à la catégorie des middleweight. Donc, selon vous, c'est qui le combattant le plus surcoté? Donc, je vais vous rappeler que dans le top 10 de la catégorie des middleweight, on a Brendan Allen, Anthony Hernandez, Marvin Vettori, Jared Cannonier, Caio Borralho, Robert Whittaker, Israel Adesanya, Khamzat Chimaev, Sean Strickland et Nassourdine Imavov numéro 1. Donc on a un Marvin Vettori. Pourtant, en vrai, ça fait du sens. Hein. En vrai, Marvin Vettori, ça peut faire du sens. Mais en fait, le truc, c'est que, comme je le disais pour Colby, Marvin Vettori, en fait, c'est le genre de combattant que, tu vois, c'est un combattant de l'Apex, tu vois. Donc ça va pas être le genre de combattant que l'on va s'attendre à voir devenir champion. L'Africain sans mélanine, il est surcoté, il faut dire les termes. Mais en fait, le truc, c'est que il peut pas être surcoté parce qu'il est déjà champion. Alors que là, je parle vraiment des gens qui peuvent vraiment prétendre à devenir champion, en fait. Donc, Strickland, je veux rien savoir. Sean Brady sous-côté. Strickland, sans hésiter, actuellement, il y a Imavov. Imavov, je l'aurais bien dit, mais il a trop prouvé, en fait. Il a trop prouvé, parce que moi, je l'imaginais pas battre Adesanya, je l'imaginais pas battre Cannonier. Donc là, en fait, en ce moment, pour le moment, je peux juste fermer ma gueule et juste regarder à quel point Imavov, c'est un bon combattant. Vettori, tous les jours, il a une lutte bof, un striking bof, il a juste une grosse tête et ne tombe pas TKO. Ouais, et il jette le N-word à gauche, à droite, lui. Tu peux pas dire Chimaev surcoté, je te vois venir. Mais non, la vérité, c'est pas à lui que je pensais. Et moi, si je vous dis, selon moi, dans le top 10, c'est qui le combattant le plus surcoté? It's the Sean Strickland. C'est clairement Sean Strickland pour moi. Sean Strickland, le fait qu'il y a plein de gens qui étaient en mode ouais, il va revenir, il va battre Dricus du Plessis et il va devenir champion. Pour moi, quand je vous disais que Sean Strickland il allait se faire battre par Dricus du Plessis, ça, je pense que la vidéo que j'ai faite pour vous dire que Sean Strickland il allait se faire battre par Dricus du Plessis, je pense honnêtement, c'était mon pronostic le plus facile. Ça, c'était le pronostic pour lequel j'avais pris le moins de risques. Parce que je voyais juste pas un univers dans lequel Sean Strickland, il bat Dricus du Plessis. Sean Strickland, il a un style de combat trop unidimensionnel
pour prétendre à devenir champion dans la catégorie de l'UFC. Sean Strickland, il n'évolue pas assez pour monter plus haut. Sean Strickland, je me dis qu'il va retourner dans l'Apex, là où il est supposé être en fait. Donc pour moi, ouais, c'est clairement Sean Strickland. C'est clairement Sean Strickland. C'est vraiment le combattant le plus surcoté de la catégorie des middleweight de l'UFC. Il est devenu champion parce que il ne méritait pas d'avoir eu ce title shot parce qu'à l'époque, je pense qu'il était numéro 7 et il a eu une opportunité qu'il n'aurait jamais eu de sa vie. Par je ne sais quel hasard, il a réussi à battre Adesanya. Mais ça, c'était vraiment le prime de sa carrière, tu vois. Après ça, il ne pouvait pas aller plus haut. Après ça, juste lorsqu'un combattant qui méritait d'être numéro 1 l'a affronté en la personne de Dricus du Plessis, on a vu comment ça s'est passé. Sean Strickland n'a fait que reculer et tout. Et ouais, après, bien évidemment, il a battu l'autre, Paulo Costa, parce que ça, c'était normal. Mais après, Sean Strickland, comme je te dis, il a déjà atteint le prime de sa carrière en battant Adesanya. Maintenant, il ne veut juste pas remonter plus haut. Là, il doit redescendre, aller affronter des combattants bien moins classés comme peut-être, je sais pas, Robert Whittaker ou des Jared Cannonier. En fait, Sean Strickland, je me dis juste qu'il doit retourner dans l'Apex en gros. C'est triste à dire pour les fans de Sean Strickland, mais c'est la vérité. Maintenant, on va passer à la prochaine catégorie. On passe à la catégorie des light heavyweight. La catégorie des light heavyweight, ok? Qui est le combattant le plus surcoté de la catégorie des light heavyweight? Là, j'avais déjà vu quelques réponses dans les commentaires. Donc, je vais ressortir le top 10. Numéro 10, Johnny Walker. Ensuite, Volkan Ozdemir. Puis Nikita Krylov. Puis Khalil Rountree Jr. Carlos Ulberg. Alexander Rakic. Jamal Hill. Jan Blachowicz, Jiri Prochazka, Magomed Ankalaev, bien évidemment Chama. Donc selon vous, c'est qui le combattant le plus surcoté de cette catégorie? Je suis en train d'hésiter entre deux combattants, la vérité. Le pire, c'est que là, je vais cracher sur deux de mes combattants préférés de la catégorie des light heavyweight. Ok, il y a Johnny Walker. En lourd, Jamal Hill, Dangri Hill. Les plus surcotés, c'est Ulberg et Khalil Rountree. Le plus surcoté, c'est Jamal Hill. Tout le monde dit Jamal Hill, c'est grave drôle. Alex Pereira, car il a jamais affronté un combattant de MMA. Tu penses qu'Alex Pereira est surcoté? Moi, je crois pas. Il en prend dans la gueule, Jamal Hill. Je te jure, Jamal Hill, il est grave en train de souffrir. Ok, moi, je vais vous dire ce que je pensais. Mais je pense que vous m'avez convaincu, en vrai. Je pense cette fois-ci, je vais devoir suivre la majorité. Parce que je t'ai regardé, c'était entre Rountree et Jamal Hill. Parce que Rountree, je pense que Rountree, il avait juste battu. En fait, les gars, écoutez pourquoi moi je pense que Rountree pourrait être plus surcoté que Jamal Hill. Rountree, il avait battu Anthony Smith. Et juste après ça, on lui a directement donné un title shot contre Alex Pereira. Et à ce moment, il y a vraiment beaucoup de gens qui pensaient que Rountree il allait battre Alex Pereira. Tout le monde commençait à dire ouais, Rountree il se bat comme si tu lui devais des sous et tout. Ils étaient là en mode ouais, Rountree il va vraiment surprendre le monde, Rountree il va battre Alex Pereira et tout. Tout le monde commençait à pousser cette narrative. Tout le monde commençait à croire en Rountree pour battre Alex Pereira. Et je sais qu'il a même drop Alex Pereira. Et qu'après avoir perdu contre Alex Pereira, il a gagné un round. Donc il est passé de 8e à 7e. Et que maintenant, tout le monde le voit faire une ascension pour devenir champion. Moi, c'est pour ça que selon moi, Rountree, il est quand même surcoté. Parce que Rountree, il a pas encore eu des victoires dans le top 5 et tout. Moi, je me dis que Rountree, il se fait allumer par Jiri Prochazka. Rountree, il se fait argumentablement battre par Alexander Rakic. Rountree se fait battre par Magomed Ankalaev. Donc moi, Rountree, je le vois pas devenir champion. Selon moi, il est très surcoté. Mais après, bien évidemment, il y a aussi Jamal Hill. Mais n'empêche que Jamal, il est quand même devenu champion. Mais après, comment est-ce qu'il est devenu champion? Il a battu qui? Il a battu Jimmy Crute, Johnny Walker, Thiago Santos quand même, et Glover Teixeira qui était champion à l'époque. Moi, je me dis quand même que ça, c'est plus lourd que l'autre là, à l'heure actuelle. C'est plus lourd que Khalil Rountree. Parce que Jamal Hill, il a quand même fait ses preuves en fait, avant de devenir champion et tout. Mais Rountree, il n'a pas encore fait ses preuves. C'est pour ça que selon moi, en tout cas, dans la catégorie des light heavyweight, Rountree, c'est plus un combattant surcoté que Jamal Hill. Et donc, selon moi, Rountree, c'est le combattant le plus surcoté. Mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi checker. Peut-être Ankalaev aussi, les gens le voient battre Pereira. Mais Ankalaev, il mérite quand même. Rountree, il a fait un combat de guerrier contre Pereira, wesh, oui. Mais il ne peut pas devenir champion. Maintenant, on va passer à la catégorie des heavyweight, donc à la dernière catégorie. Qui est le combattant le plus surcoté dans la catégorie des heavyweight? Qui est le combattant le plus surcoté du top 10? Ok, donc je vais vous rappeler, dans le top 10, on a qui?
On a Tai Tuivasa, Derek Lewis, Marcin Tybura, Sergei Spivak, Jailton Almeida, Curtis Blades, Sergei Pavlovich, Alexander Volkov, Cyril Gane et Thomas Spinal. Qui est le combattant le plus surcoté de la catégorie des heavyweight de l'UFC? J'ai l'impression que vous allez tellement pas aimer ma réponse. Du John Jones, le cogneur de femmes. En fait, le truc, c'est que John Jones, je peux pas le citer parce que il est champion, tu vois. Et là, je parle vraiment des contenders, celui qui va prétendre au titre. Thomas Spinal, donc techniquement, on peut le mettre dans l'équation parce que techniquement, il n'est pas champion undisputed. Mais on est tous d'accord quand même sur le fait que Thomas Spinal, il n'est pas surcoté. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui va se dire que Thomas Spinal est surcoté quand même. Et là, j'ai vraiment l'impression que je vais me faire tomber dessus. Genre, ça va faire mal. Mais après, il y en a d'autres qui sont d'accord avec moi dans les commentaires, donc je peux que le dire, c'est Cyril Gane. Les gars, honnêtement, Cyril Gane, déjà, il vient d'un vol. Il vient littéralement d'un vol sur Volkov très récemment. Parce que, est-ce qu'il y a des gens qui pensent vraiment que Cyril Gane, il a battu Alexander Volkov? Si vous le pensez, dites-le moi dans les commentaires. Et le truc, c'est que juste après ça, il va tout simplement affronter très probablement le vainqueur de John Jones contre Thomas Spinal. Déjà, si on regarde, c'est quoi la plus grande victoire de Cyril Gane? Moi, selon moi, je me dirais très clairement que c'était peut-être sa victoire contre Tai Tuivasa. Tai Tuivasa, peut-être Derek Lewis. En mode, c'est pas des si bonnes victoires que ça, parce que Cyril Gane, bien évidemment, je sais que récemment, il a battu qui? Il a battu, on va dire, oh mon Dieu, il a battu Alexander Volkov, c'est une dinguerie et tout. Mais non, en fait, il a pas battu Volkov, c'était un vol. Et maintenant, si on me dit que Cyril Gane, sa meilleure victoire ever, sa meilleure victoire, elle est contre Tai Tuivasa ou contre Derek Lewis, alors que ces gens, ils sont limite dans le top 10. Limite dans le top 10. Je vais sortir les rankings. Tai Tuivasa, il est numéro 10. Derek Lewis, il est numéro 9. C'est-à-dire que Cyril Gane, il n'arrive pas à battre un top 5. Cyril Gane, il n'a pas affronté Curtis Blades. Cyril Gane, il n'a pas affronté Sergei Pavlovich. Cyril Gane, il lui faut une grosse victoire, je me dis. Parce que le problème, c'est que Cyril Gane, à chaque fois, il y a ce cycle en mode, on va lui donner un adversaire qui est assez mal placé, assez mal classé, comme un Derek Lewis ou un Tai Tuivasa. Il va le battre. Et automatiquement, on va lui donner un title shot. Et maintenant, Cyril Gane, il va perdre ce title shot. Et on va dire, oh, mais en fait, vous vous attendiez à quoi? Cyril Gane, il perd juste contre des légendes. Cyril Gane, il a juste perdu contre John Jones. Il a juste perdu contre Francis Ngannou. Mais oui, mais en fait, le truc, c'est que... Mais en fait, c'est juste qu'il devrait affronter des combattants mieux classés, en fait, avant d'affronter ces légendes. C'est pour ça que Cyril Gane, il n'a pas eu une victoire vraiment super importante. Il a battu Ngannou, c'était un vol. Bon, déjà, Ngannou était blessé, pour commencer. Il n'a pas battu Ngannou. Gane est tellement surcoté, waouh, j'ai pas les mots. Enfin, il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Gane est un enfant privilégié à l'UFC. Ça, en fait, c'est une narrative qui est très souvent poussée, et je comprends pourquoi est-ce que les gens la poussent. Cyril Gane, il avait clairement refusé d'affronter Thomas Spinal lorsque Thomas Spinal était champion. Lorsque Thomas Spinal était un contender, Cyril Gane avait très clairement refusé de l'affronter. Mais dès lors que Thomas Spinal est devenu champion, là, automatiquement, ça ne lui posait plus de problème. Là, automatiquement, Cyril Gane, il était automatiquement d'accord avec le fait d'affronter Thomas Spinal. Et jusqu'à présent, Cyril Gane, il est en train de call out Thomas Spinal. Ça fait zéro sens. Cyril Gane, moi, je crois juste qu'il m'énerve comme ça. En surnom, c'est bon gamin, en vrai. Laissez Cyril. En vrai, Cyril, j'ai l'impression que c'est un mec chill. Hein. En fait, je sais qu'il m'aimerait pas, honnêtement. Je sais qu'il m'aimerait pas, mais je ferais bien un live avec lui où on serait là, on joue à FIFA, on mange du KFC et tout. Je ferais bien un bon live chill avec lui, ce serait bien. Si vous voulez, je vous donne un bonus, ok? On va faire un bonus. Allez, parce que ici, c'est la zone, meilleure chaîne de MMA. Supérieure à vos autres chaînes. Je vais pas citer de nom. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder dans le classement pound for pound. Et on va dire c'est qui le combattant le plus surcoté du classement pound for pound. Donc, dans le classement pound for pound de l'UFC, on a en égalité, en numéro 9, on a Leon Edwards, égalité à Alexander Pantoja. Ensuite, en numéro 8, on a Thomas Spinal. Numéro 7, on a Belal Mohamed. Numéro 6, Dricus du Plessis. Numéro 5, Merab Dvalishvili. Numéro 4, Ilia Topuria. Numéro 3, Alex Pereira. Numéro 2, John Jones. Numéro 1, Islam Makhachev. Qui est le combattant le plus surcoté du classement pound for pound? T'as pas besoin de finir la liste. Leon Edwards.
John Jones ou Leon. Comment ça se fait que Leon est toujours dans le top 10? Bon, après, le truc, c'est que, les gars, Leon, tu vois, en fait, il est numéro 9, mais il a juste eu une défaite, en fait. Il a juste eu une défaite, donc est-ce qu'il mérite déjà de sortir? J'ai envie de dire John Jones. Je suis désolé, j'ai envie de dire John Jones. Et en fait, oui, c'est clairement John Jones. Wesh, c'est clairement John Jones. Les gars, écoutez mon raisonnement, ok? Écoutez mon raisonnement. John Jones, c'est clairement le combattant le plus surcoté du classement pound for pound de l'UFC à l'heure actuelle, devant Leon Edwards. Vous savez pourquoi? Parce que John Jones, il est marketé comme le numéro 1 pound for pound. Alors que John Jones, son dernier combat, c'était contre le vieux Stipe Miocic, qui a plus de 40 ans, je sais pas. Un Stipe Miocic que tu vois très bien qu'il n'avait même pas envie d'être dans ce combat, d'être dans l'UFC jusqu'à présent, tu vois. Le combat que John Jones il avait eu avant cela, bah, c'était contre un Cyril Gane qui également n'avait pas du tout envie d'être là. Un Cyril Gane qui sait pas lutter du tout. Et un Cyril Gane qui était très surcoté à l'époque. Un Cyril Gane qui était champion intérimaire. Et ça, c'était en 2023. Puis en fin 2024, il a un autre combat. Et selon vous, pour ces deux petites performances que John Jones il a eues, il mérite clairement d'être numéro 2 du classement pound for pound. Numéro 2 du classement pound for pound. Devant un Alex Pereira. Devant un Ilia Topuria. Je dirais même devant Dricus du Plessis. Clairement pas. Devant... je dirais pas devant Thomas Penal. Parce que Thomas Penal n'a pas encore eu la champion undisputed. Mais selon moi, clairement, moi je sais même pas pourquoi j'ai hésité pendant 2 secondes. Moi, je me dis que John Jones, il est beaucoup plus surcoté dans le classement pound for pound que Leon Edwards. Leon Edwards, il a prouvé pendant je ne sais combien de temps et il a eu une défaite et il est descendu. Et on ne s'attend pas à ce que Leon Edwards redevienne numéro. Genre, il remonte très haut dans la catégorie, dans le classement pound for pound. Mais John Jones, les gars, John Jones, il est super surcoté dans le classement pound for pound. Il est vraiment super surcoté dans le classement pound for pound. Là, je veux voir ce que vous en pensez, vous, mais pour moi, je sais même pas pourquoi j'ai hésité pendant 2 secondes. Pandora, clairement, lui, c'est le plus sous-coté du classement pound for pound. Pandora, il mérite vraiment d'être devant John Jones, dedans. Ce drogué de John Jones a marabouté Dana White, c'est pour ça qu'il est haut. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. John Jones, je peux l'entendre, ouais. Le classement pound for pound, c'est les meilleurs combattants actuellement. T'as beau être considéré comme le GOAT, si t'as rien branlé pendant 3 ans, t'as rien à faire dans le pound for pound, c'est vrai. Mais c'est exactement ça. Si on parle en termes d'héritage, bien évidemment que John Jones, il a eu un héritage phénoménal. Bien évidemment que John Jones, il a fait tomber des dynasties, on est d'accord sur ça et tout. Mais les gars, John Jones, quand même, il ne mérite pas d'être numéro 2 du classement pound for pound. Il y a vraiment plein d'autres combattants qui méritent d'être beaucoup plus haut classés que lui. Hunter et sa catégorie, Pandora, et il est champion. Je te jure, Pandora, il est tellement sous-coté que ça me fait de la peine. John Jones a rien à foutre dans ce classement, clairement. Bon, en fait, certes, il mérite d'être dans le classement, mais il mérite pas d'être numéro 2, honnêtement. Moi, en fait, le fait que tu me dises que John Jones, il est mieux classé que Alex Pereira, John Jones mieux classé que Ilia Topuria, ain't no way. Le gars, il s'est battu 2 fois en 2 ans. Ah, le monde est méchant, c'est pour ça que John Jones est là. Tu live tous les samedis. Ouais, tous les samedis, on est là. Et aussi, les gars, j'ai une annonce à vous faire, ok? Ce lundi, à partir de lundi, je commence, genre j'ai déjà vraiment filmé pendant la semaine-ci. J'ai filmé beaucoup de vidéos, format TikTok et tout. Et je sais que ça va vous intéresser parce qu'il y a vraiment plein de sujets dont on a parlé aujourd'hui. Donc ce lundi, je poste ma première vidéo sur TikTok. Franchement, allez me donner de la force et tout, ça va vraiment être intéressant. J'aimerais vraiment que l'on fasse exploser la page TikTok. Comme vous voyez, comme je l'avais dit en début d'année, en 2025, je vais vraiment faire plus de... Je vais un peu plus me diversifier. C'est pour ça qu'en 2025 également, j'ai commencé à faire des lives et tout. Bien évidemment, je vais aussi faire beaucoup plus de vidéos sur YouTube. Mais vraiment, cette semaine, c'est ce qui m'avait vraiment pris beaucoup de temps. C'était vraiment de créer du contenu sur TikTok. Et quand je vous parle de contenu sur TikTok, là, je parle pas de comme toutes vos autres chaînes. Hein. Là, encore une fois, je vais pas citer de nom. Je parle pas de comme toutes vos autres chaînes où ça va juste être un gars, il sort son téléphone, après il se filme et tout. Donc là, j'ai vraiment fait en sorte de faire du contenu de qualité et un contenu qui pourrait vous plaire. Et bien évidemment, je garde mes trucs là, mes avis que la majeure partie des gens n'aiment pas. J'ai fait en sorte de sortir un truc bien qualitatif. J'ai sorti le micro et tout.